Alors, les ordres religieux. Alors, las casas, je vous en parle pas, parce que las casas, c'est très simple. La responsabilité, c'est l'inverse de Roldan. Toute la responsabilité porte sur les Indiens, qui n'ont pas fait autre chose que matar. Donc, ce sont des bourreaux. Ils les appellent tyrannos, verdugos, diablos. Et on a cette fameuse matrice qui est très riche sur le plan alors de la lecture de la catastrophe, hein, comme une catastrophe en quelque sorte tragique entre la oveja et l'homme. Voilà. Donc là, c'est clair, évidemment, avec le contexte du livre. Mais c'est plus compliqué. Chez Las Casas, quand il parle de brevissima destruction de las Indias, il fait, là aussi, c'est à double fond. La catastrophe américaine, elle annonce prophétique une autre catastrophe, qui est l'effondrement de l'Espagne. C'est-à-dire que c'est ça qu'il dit en permanence, Las Casas. Si le roi d'Espagne ne fait rien pour sauver les Indiens d'Amérique, s'il n'enraye pas ce processus catastrophique, s'il ne réduit pas la nuisance des encomenderos et de tous ces gens qui viennent pour accabler les Indiens, alors il se passera, et voyez comme le raisonnement catastrophique est intéressant, il se passera ce qui s'est déjà passé dans l'histoire de l'Espagne, la venganza del conde Julián, la chute de l'Espagne face à l'invasion arabe, et on reviendra à une destruction de l'Espagne. Donc c'est une espèce de reconstruction de toute la temporalité de l'histoire de l'Espagne qui se trouve comme guidée, articulée sur le fil tendu de la catastrophe. Passé, présent et futur. Comme s'il y avait une espèce d'auto-alimentation. Hein. C'est assez, et ça a été très percutant, hein, très percutant. Alors, je vais vous parler d'un seul religieux. J'avais préparé plusieurs parce que je travaille sur plusieurs chroniques religieuses, dont une de Diego Durán qui dit aussi que les Indiens sont judéo-converts, mais lui c'est pour dire que c'est un peuple qui a erré, mais qui est quand même un peuple élu parce que lui-même était converso. Vous voyez comme c'est compliqué, hein. Lui-même étant converso, en disant que les Indiens sont des judéo-indiens, il dit, certes, ils ont erré, ils ont été maudits, mais maintenant on les fait rentrer à nouveau dans l'église de Dieu et ils sont un peuple élu. Ils ont été un peuple élu. Et il garde la trace de ça. Et donc il fait un raisonnement presque à l'envers pour vous montrer comme c'est complexe, hein, cet ensemble de textes. Alors là, je vais directement à celui qui m'intéresse aujourd'hui un peu plus, c'est celui de Mendieta. Alors Mendieta, c'est un franciscain. Et Mendieta, je le choisis parce qu'il écrit à la fin du XVIe siècle, autour de 1595, 97, enfin par là. Et là, il écrit une chronique qui s'appelle Historia Ecclesiastica, qui n'est pas autre chose qu'un titre pris à l'histoire ecclésiastique, hein, d'Eusèbe de Césarée, c'est-à-dire qu'en fait, on reprend la grande tradition de l'histoire ecclésiastique, Historia Ecclesiastica, indiana cette fois-là, et pas universelle. Et là, il cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, alors lui, il écrit juste après une grande épidémie qui a été terrifiante. Et donc, il a en quelque sorte une vision en surplomb, là aussi, de tout le déclin démographique de ce monde indigène, qui a été, qui est en quelque sorte qui fond, hein, face à la construction de la société coloniale dans le même temps. La société coloniale de la Nouvelle-Espagne se construit et les Indiens disparaissent. Et là, on voit cette espèce de vision double, hein, qui est celle que Mendieta peut mettre en œuvre. Et voilà ce qu'il dit, lui. Et c'est le seul chroniqueur, ça j'insiste, à consacrer plusieurs chapitres à ce texte. C'est le seul. Parmi les religieux, hein, et si vous écoutez Las Casas. C'est le seul à dire, c'est un vrai problème, il faut le comprendre. Et il va le comprendre de plusieurs façons, c'est ça qui m'intéresse, parce que là, on va voir comment un religieux, en fin de processus cataclysmique ou catastrophique, démographique, prend en quelque sorte la mesure spirituelle et politique et économique de cette question, et culturelle de cette question. Alors, il dit premièrement, ça c'est avec le raisonnement de fond, la catastrophe naît du contact avec les Espagnols. C'est ce qu'il dit là. On peut même pas les mettre en contact. Parce que si on les met en contact, et il reprend, hein, se consuma in breve, c'est pas étonnant, parce que c'est comme si on mettait un loup au milieu d'un troupeau. Voilà. Donc, le seul contact est catastrophique.
Ensuite, il va expliquer, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, alors, après, c'est pour après. Alors, donc, tout contact est pernicieux. Je vous rappelle que l'utopie fondatrice du monde colonial, c'est República de Indios, República de Españoles, c'est-à-dire deux gestions séparées. Alors évidemment, les Espagnols contrôlent et font travailler les Indiens, mais il y a deux républiques, República de Indios, República de Españoles. Et dans la República de Indios, ceux qui sont aux manettes pendant les 5 premières décennies, c'est les ordres religieux. C'est leur affaire, ils ont, entre guillemets, un peu carte blanche. D'accord? Donc, à la fin du XVIe siècle, les choses ont changé. Pour deux raisons. La première, c'est que les Indiens sont en train de mourir massivement. Et la deuxième, c'est que la société coloniale s'est créée et qu'elle a changé. Elle est une société qui a développé le commerce énormément, en particulier avec les Philippines. C'est une société dans laquelle donc, le secteur marchand est devenu très important, le secteur minier, on exploite les mines massivement, et le secteur administratif et surtout l'église officielle, institutionnelle, c'est-à-dire les évêques, le patronato réal, qui est mis en place de façon très, très forte, surtout avec Philippe II. Donc, les ordres religieux qui avaient vraiment la maîtrise des masses indigènes, se voient énormément mis en cause. Un, parce que l'ordre Roby meurt, mais deux, parce que d'autres forces coloniales particulièrement vigoureuses sont en train de construire le monde colonial en les mettant à la marge, en réduisant, en érodant leur pouvoir. Donc, Mendieta dit non, il ne faut pas qu'il y ait de contact. En gros, il veut revenir à une utopie fondatrice qui n'a d'ailleurs jamais pu se mettre en œuvre vraiment. Bon. Et ensuite, il dit, c'est sans doute, il faut s'interroger sur la cause providentielle. Hein, porque la causa de morir tantos. Ça, on retrouve donc ça tout le temps. Et il dit, et là, notre religieux donne plein de raisons. Et une des raisons, par exemple, c'est, alors d'abord c'est ce qu'apportent les Espagnols, mais c'est le bain. Le bain, parce qu'ils avaient cette coutume de se baigner beaucoup et de prendre des bains chauds. Et le bain, eh bien, c'est un facteur de contamination énorme. Une autre cause, c'est la faim, bien sûr. Et comme ils sont affamés et atteints, ils ne peuvent pas, et il fait une analyse très précise de ce qu'il a dû avoir sous les yeux. Il voit que les Indiens meurent et que les survivants n'ont pas la force d'enterrer les cadavres. Et n'ayant pas la force d'enterrer les cadavres s'entassent, sont un facteur de contamination, et en gros, il y a une espèce de spirale très précise qu'il décrit, et c'est le seul à la décrire vraiment, de cette mort qui par le seul cumul, en quelque sorte, des cadavres, fait qu'ils ne peuvent pas se secourir les uns les autres. On laisse les cadavres se décomposer, ce qui génère des épidémies qui peuvent durer 2 ans, 3 ans. Alors il parle de, je passe toutes les épidémies, il les décrit, et donc, et il dit, pourtant, la dernière épidémie, ils ont mieux résisté. Alors là, on est heureux, parce qu'il fait vraiment un travail là d'historien. Il dit, pourtant, la dernière épidémie, qui était terrible, ils ont mieux résisté. Et pourquoi? Premièrement, parce que les Indiens avaient eu le temps de semer, donc il y a eu des récoltes. Deuxièmement, les religieux avaient anticipé. Ils avaient stocké des remèdes, et donc ils ont été capables d'aider les malades. Les ayudaban a la cura de la enfermedad corporal con medicina y con comida. Donc ils avaient prévu, donc il y a là l'apprentissage de la catastrophe. Et là, eux, les religieux décident qu'ils vont anticiper. Et là, on est devant quelque chose d'autre. Et donc, ils ont fait des réserves, ils ont fait des stocks d'alimentation, de grains, de médecine, et surtout, ils vont utiliser les médecines indigènes, massivement. Il y en a quelques-unes là. Donc, ils vont utiliser des purges, ils vont utiliser... Et il dit, on fait ça en même temps que les sacrements. Donc, en gros, il y a une double médecine. Il y a la médecine de la tierra, et puis la médecine de la tierra locale, la médecine des religieux, et bien sûr la médecine de l'âme. Et enfin, et là c'est encore plus intéressant, troisièmement, ils ont mieux résisté parce que les religieux ont demandé au vice-roi de suspendre le service au personnel. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, les Indiens n'ont plus eu à aller travailler dans le répartiment.
qui était ce travail obligatoire dans lequel ils bougeaient, donc la mobilité est un facteur de contamination, et ils mouraient massivement. Alors il dit voilà, et il a cette forme extraordinaire de dire, je crois que je l'étais là, han podido respirar y volver en sí. Alors ça, c'est 3 raisons où on voit, où on a pu limiter la casse en quelque sorte, hein, et protéger ces Indiens. Donc, sur le plan théologique, on a une nouvelle interprétation de la catastrophe, parce que Mendieta est vraiment, voilà, il a été torturé, hein, personne n'avait dû exprimer ça. Bon. Mendieta dit, mais de toute façon, si les Indiens meurent, c'est pas parce que Dieu veut les punir, c'est parce qu'il veut punir les Espagnols. Ah, c'est une grâce que Dieu fait à ces pauvres êtres pour ce qu'il les sort de leurs terribles conditions, mais surtout, il dit, les Espagnols, il châtie les Espagnols parce que privés de leurs Indiens, les Espagnols se voleront et se tueront entre eux. Donc, on est là devant une interprétation renversée à nouveau du sens de la catastrophe, où là, et on voit très bien comment la matière de cet effondrement démographique catastrophique est le support de toute une série de positions que je pourrais définir de façon beaucoup plus précise sur le plan historique, si vous voulez, de ce que ça représente pour les uns et pour les autres, de comprendre, d'interpréter et de donner en quelque sorte une place significative à une catastrophe qui est fondatrice. Mais là, on a et il dit, nous nous chargeons de les confesser, et maintenant, ils sont tous assis à côté des anges. Donc c'est la félicité éternelle, hein, le bonheur éternel qui est gagné pour les Indiens, tandis que les Espagnols, eux, eh bien, ils vont être réduits à se dévorer entre eux et à finir, évidemment, dans les caves, les grottes, les marmites de l'enfer. Alors, je vais vite disons que, pour conclure je conclus rapidement sur cette question. La perception de la catastrophe démographique sur la longue durée, donc, permet, je crois, j'ai essayé de vous le démontrer, de façon un peu à la hache, mais bon, de penser la société coloniale à travers le prisme de cet effondrement démographique. Je crois que vraiment, quand on piste tout ce qui est dit sur l'effondrement démographique, on reconstruit complètement les enjeux de la société coloniale, et on voit que ça permet de faire une espèce de radiographie des intérêts des différents segments sociaux. Ensuite, je trouve que on voit aussi comment l'histoire digère la catastrophe. C'est-à-dire qu'on le voit à 2 niveaux. On le voit parce qu'on apprend de la catastrophe, et là on voit que les religions ont quand même été au fond parmi ceux qui ont le mieux appris. Et on voit aussi qu'à la fin du siècle, Herrera n'en parle plus. C'est-à-dire que la place discursive qui est laissée à cet événement, c'est en quelque sorte phagocyté, métabolisé dans l'histoire. Donc, les catastrophes, il y a des catastrophes qui sont en quelque sorte absorbées, arasées. Hein. Torquemada, qui reprend Mendieta, qui en fait est celui qui sera édité, ne dit pas un mot de tout ce que dit Mendieta, pas un mot. Il prend la chronique de Mendieta, il la copie quasiment, mais sur et Torquemada écrit en même temps que Herrera. Donc on voit très bien là qu'il y a un moment historique où l'histoire officielle, silencia, hein, on n'en parle plus. Et sur le plan plutôt théorique, je pense qu'on voit que la catastrophe, dès qu'elle devient objet de discours, ne peut pas être un constat. Elle n'est jamais un constat. Elle a toujours un bagage interprétatif, si vous voulez. Elle n'entre pas dans l'histoire sans un bagage interprétatif, et je crois que jamais, ou presque jamais en tout cas, le jugement moral et la visée politique ne sont absents. Ça, c'est clair. Évidemment, deuxièmement, le grand désastre démographique, qui était vide de sens, a priori, on voit qu'il se remplit, ce que je vous disais en introduction, d'un puits de causalité, et qui s'articule pour rendre compte, au fond, du présent et évidemment de l'avenir. Donc, la catastrophe, elle est signe, elle est symptôme et elle est tremplin. Le lien entre catastrophe et apocalypse,
ça je l'ai déjà dit, hein. La catastrophe permet non seulement de reconstruire le passé dont elle naît, et qui autrement n'existait pas avant qu'elle naisse, ce passé-là, dans ces termes-là, n'existait pas avant qu'elle naisse, mais ça permet aussi de prévoir, elle est programmatique, si vous voulez, quelque part. Elle est à la fois réquisitoire et programmatique, ça c'est clair. Alors, est-ce que j'ai 3 minutes pour parler du livre de Parker, ou est-ce que je m'arrête là? C'est comme vous voulez. Là, je vous pose la question, je peux faire l'un ou l'autre. Je parle de Parker. Alors, le livre de Parker, c'est... ouais, ça je vous le rappelais, La peste noire. Voilà. Alors, le livre de Parker, c'est un livre très intéressant. Bon, c'est énorme, hein, j'ai mis un temps fou à lire ça. Je suis pas sûre d'avoir tout le bien, d'ailleurs. Mais bon. Mais je crois avoir compris l'essentiel. Et il va donc parler du XVIIe siècle. Et il donne du XVIIe siècle une lecture. 1. Globale. Global crisis. 2. Catastrophique. Donc, c'est très ambitieux, hein, c'est de dire, je peux expliquer l'histoire de la totalité du monde, parce que c'est vraiment une histoire globale, en prenant comme levier de lecture, et pour articuler cette histoire globale, la catastrophe. Alors, première catastrophe, et ça, le troisième point intéressant de ce livre, pour lui, le fondement, c'est le petit âge de glace. Le petit âge de glace, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu effectivement, et ça le roi Ladurie en avait parlé bien avant, un refroidissement qui a duré pendant tout, qui a commencé, alors là, la date de début n'est pas très claire, il y en a qui disent au 15e, au 16e, lui il dit c'est surtout le 17e, et qui a, pendant la période pendant laquelle les régions les plus la planète s'est refroidie. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bon? Et comment je fais pour lui dire non? Je vois rien. J'ai ça. Ah, bon voilà. Alors, pour dire que c'est une catastrophe globale, dans l'introduction, il prend des textes de toutes les parties du monde. Et il montre que tout le monde, la totalité du monde, a été soumise à des catastrophes terribles. Guerre, famine, révolte, assassinat de princes, régicide, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'était une catastrophe qui a atteint la totalité du monde. L'Empire ottoman, le meurtre de Charles Ier en Angleterre avec une guerre qui dure 30 ans, la guerre de 30 ans en plus. En France, en Espagne, je parlerai un peu de l'Espagne, évidemment avec Philippe IV, la guerre de Catalogne en 1840, la perte du Portugal, les guerres des Flandres, l'Italie, Naples qui connaît 100 révoltes en l'espace de 3 ans. Il parle bien sûr de la Russie, où il y a aussi un problème dynastique avec une guerre catastrophique, de la Chine, où l'empereur de Chine se suicide parce qu'il n'arrive pas à faire face à l'invasion des Mandchous qui vont occuper la Chine et être aux affaires pendant 30 ans. Et il regarde partout et il dit c'est une catastrophe globale, et il fait une espèce de tissage serré de textes de tous les contemporains pour dire c'est un constat évident. Voilà, alors je reviendrai là-dessus. Voilà la deuxième partie, où toutes les parties du monde sont concernées. L'Angleterre, les Stuarts et l'Écosse, la France en crise, l'agonie de la péninsule ibérique, la tragédie, les lamentations de l'Allemagne et de la tragédie ottomane, hein, c'est même le titre officiel, hein, la tragédie ottomane, la Russie avec le grand shaking, comme il dit, c'est-à-dire le grand bouleversement, et la Chine. Alors, c'est quand même extraordinaire de se promener dans toutes les parties du monde et d'avoir partout un discours du type de celui-là, qui est un discours, un texte anonyme qui a été donné pour défendre la politique du Conde Duque Olivares. Et on peut prendre le temps de le lire parce que, confronté à ce qu'on appelle la sénectute, c'est-à-dire cette terrible période du XVIIe siècle espagnol qui était en fait un Iron Century, hein, le siècle de fer. Bon. Estos no atienden, no atienden la universal providencia de las cosas, etcétera, etcétera, funesta, con calamidades públicas y universales, cuyas causas totalmente ignoramos. Tous les textes vont dans le sens de ce texte-là, c'est-à-dire que tous, Hobbes ici, assistent à ces calamités qui semblent couvrir la planète.
Et vous voyez qu'il parle de la Chine, el septentrion conmovido, la China penetrada de los tártaros, la Éthiopie, enfin tout le monde semble collapser comme ça dans une catastrophe générale qui a de multiples facettes, mais qui toutes se répondent les unes aux autres. Et le fondement, nous dit-il, c'est la petite glaciation. C'est-à-dire que la température a baissé, l'agriculture, du coup l'activité agricole s'en est trouvée affectée, en particulier des céréales. Ça a provoqué une chute de la production, laquelle a provoqué évidemment des famines, donc une grande chute démographique. 1/3 de la population du monde disparaît. Le taux de natalité est stagnant, c'est-à-dire qu'on ne fait plus d'enfants. Et voilà par exemple la circulation des maladies. Comment les maladies vont circuler de l'Andalousie jusqu'à la côte du Levant. De là, ça va passer à Naples. Naples va être bon, voilà. Et de là à Gênes. Gênes aussi. Gênes perd la moitié de sa population. Et il donne plein de chiffres. Des chiffres que moi je ne connaissais pas, je vous avoue. Et j'étais effarée parce que moi j'avais toujours dans la tête que la catastrophe américaine, elle était quelque part tout à fait singulière. Mais non, elle est singulière, c'est sûr, mais d'une singularité relative malgré tout. Parce que en Europe et dans le monde, on trouve des catastrophes, peut-être pas similaires, mais au moins en partie comparables. Et donc, il parle de cette synergie funeste hein, qui est commentée de tous côtés. Et l'affaire de fond, c'est le climat, puisque pour lui, c'est le premier élément à corréler à l'ensemble des événements historiques. Le climat, évidemment, aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il fait ce livre, il ne tombe pas du ciel. Le climat, aujourd'hui, intervient en un moment où, et je vais finir là-dessus parce que c'est impossible de dire tout, je vais quand même vous montrer juste ce panneau que j'ai photocopié mal, mais en gris, gris clair, gris foncé, gris rayé, c'est la guerre. C'est de la guerre. Et on voit que ce XVIIe siècle, c'est un siècle de guerre. Évidemment, la peinture fait aussi écho à ces hivers. Il y a eu des hivers absolument terribles, des étés avec des sécheresses, ou alors au contraire des pluies torrentielles, de sorte que ça fait écho, hein. Quand il raconte ça, on a une impression étrange. Hein. C'est pour ça que je dis que ça tombe pas du ciel, ce livre, parce que vous savez très bien, comme moi, que depuis le 19e siècle était un siècle dans lequel plus gradualiste, si vous voulez. On pensait plus que les problèmes venaient des problèmes de l'érosion plutôt que des problèmes d'explosion. C'est-à-dire qu'il n'est pas catastrophiste, il est plus gradualiste. Il y a plusieurs tendances, etc. Tandis que là, le XXIe siècle est nettement sur un versant catastrophiste de l'explication de l'histoire, mais c'est pas complètement hasard, parce que je disais des choses que je vous livre, alors là c'est le débat qui commence. Il y a quand même deux grandes inventions, enfin deux grandes découvertes au début du XXIe siècle. La première, c'est des carottes qui ont été faites en Arctique et qui montrent qu'il y a eu un réchauffement climatique brutal. Les climatologues disent comme si on avait appuyé sur un bouton, c'est-à-dire en 1 an de la glaciation. Et après, il y a eu une nouvelle glaciation derrière. Mais il y a eu un phénomène on croyait que le phénomène antérieur, enfin de la création du monde était très lent. Pas du tout. Ça peut être d'une violence et d'une brutalité totale. Et ça, c'est les nouvelles recherches qui le démontrent. Et puis l'autre chose qui est intéressante aussi et qui va dans le sens de cette catastrophe qui serait en quelque sorte liée à la Terre, à l'histoire géologique, et non pas, et l'homme serait en quelque sorte, s'inscrirait dans cette espèce de placenta climatique et géologique, qui est les fameux astrolèbes. Hein, c'est-à-dire c'est-à-dire bléma en grec, vous savez, ça veut dire les blessures, c'est-à-dire ces météorites qui tombent et qui créent des déflagrations qui peuvent être supérieures à la bombe de Nagasaki et qui ont probablement considérablement modifié la Terre. Et je vous renvoie à ce film terrible de Mélancolia. Bien sûr, bien sûr. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je trouve qu'au fond, il faut avoir un peu d'agilité intellectuelle et connecter les choses. Le livre de Parker ne tombe pas du ciel. Il tombe, enfin si,
d'une certaine façon. Il vient d'un monde dans lequel on pense autrement notre rapport à l'histoire de la planète, et donc où la place de la climatologie, de l'environnement et de la vision apocalyptique se trouve reformulée, vous comprenez? Alors, si on doit faire des critiques à ce livre, je pense que la première critique, c'est que, au fond, il élimine, il le dit à un moment, il est drôle d'ailleurs, il dit, bon, là, il y a des régions pour lesquelles je ne peux pas parler, parce que ça ne se passe pas. Donc, quand on écrit une histoire globale qui ne concerne pas l'Afrique quasiment, ni l'Amérique coloniale, parce qu'en Amérique coloniale, ça ne se passe pas du tout comme ça au 19e et au 17e. Au 17e, c'est l'inverse. C'est la construction du monde colonial qui se joue. Et là, la population récupère. Et là, la production augmente. Et là, la société s'enrichit. Alors, il dit oui, pour le XVIIe siècle en Amérique, ça se voit que ça ne se passe pas bien parce que la carrera de Indias est de plus en plus escasse, de plus en plus rare, et l'Espagne n'arrive plus vraiment à contrôler l'Amérique. Alors, du point de vue de l'Espagne, c'est sans doute catastrophique, mais du point de vue de l'Amérique, c'est très bien, parce que ça permet aux Espagnols d'Amérique, disons les criollos, de construire leur société et de développer une économie qui échappe quasiment, pour plus de 50%, au contrôle de la péninsule. Donc pour eux, le XVIIe siècle est un siècle particulièrement, je dirais, criollo. Il n'a pas cette lecture-là. Donc du coup, quand on voit qu'il se trompe sur l'Amérique, je me dis, méfiance. Hein, parce qu'on pourrait peut-être dire la même chose pour l'Afrique, dont il ne parle quasiment pas, ou pour l'Australie. Alors l'Australie, je ne connais rien. Enfin, bon. Alors, donc, il y a des zones pour lesquelles dont il n'arrive pas à rendre compte dans ce schéma explicatif. Donc, on peut être effectivement un petit peu perplexe, mais en dehors de ça, je trouve que, au fond, cette histoire d'utiliser la catastrophe comme un levier pour comprendre le monde, je pense qu'en fait, c'est une problématique qui est propre au XXIe siècle. Parce que je pense qu'au XVIe siècle, il fallait en rendre compte, mais ça n'était pas au fondement de leur histoire. Ce qui était au fondement de leur histoire, c'était justement l'évangélisation et le salut, la rédemption. Alors vous allez me dire, la rédemption s'inscrit sur fond de catastrophe, certes, mais il n'empêche que ce qui faisait sens dans l'histoire au XVIe siècle, je pense, c'est la rédemption, c'est-à-dire la dimension de l'évangélisation universelle et la navigation. Et ça, c'est voilà, je vous remercie.